Bonjour, voilà, nous sommes là. Ravi, Rebonjour. ravi d'être avec vous à nouveau cet après-midi. Ce matin, eh bien, on a parlé de cette sortie de crise dont on se réjouit tous et de votre quotidien après la venue du président Macron qu'on l'attendait aussi impatiemment. Et bien voilà, on va parler ensemble de votre avenir cet après-midi, de tous les nouveaux outils à votre disposition. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer des SMS qui vont s'afficher sur l'écran derrière nous, sur lesquels on pourra réagir. Vous envoyez au 31 035 FFB suivi de votre message et donc vos réactions, vos interrogations. Ils ne sont pas surtaxés, on C'est précise. vrai, C'est exact. important. Donc n'hésitez pas. Voilà, on se fera un plaisir de les lire et de réagir ensemble. Mais avant de lancer donc ces tables rondes, on va accueillir un autre président. Et pas des moindres, le vôtre, Jacques Chanu, accompagné de Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le ministre, ravi. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, vous nous avez raconté, Président, pendant le déjeuner, avoir discuté 10 minutes avec Emmanuel Macron. En fait, vous avez passé 25 minutes avec lui. Le temps passe vite avec Emmanuel Macron. Mais vous avez eu le temps de négocier des choses. Je ne sais pas si le ministre est déjà au courant. Vous allez peut-être le mettre au courant. Mais on vous sent soulagé quand même. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. 25 minutes efficaces. Ouais. Non, d'abord, je tiens vraiment à remercier Jacques Mézard de sa présence qui nous honore, Monsieur le Ministre. Et je dois le dire ici devant vous, les amis, les annonces de ce matin du président Macron ont certes nécessité une discussion, un dialogue, mais on le doit beaucoup au ministre qui est à côté de moi et je vous demande vraiment de l'applaudir. Les annonces ce matin du président de la République ont été assez claires, Monsieur le ministre. Des annonces qui permettent un soutien de l'activité, ce qui était pour nous le souci principal pour cette venue. Et surtout, ce sont des annonces qui vont permettre de lutter contre la fracture territoriale, sujet qui vous est cher. L'élu d'Aurillac, sans vouloir être désobligeant avec vous-même et notre ami le président Verdier, vous savez de quoi vous parlez lorsqu'on parle de ces problématiques liées à la fracture territoriale. Alors qu'en est-il par rapport aux annonces de ce matin? En clair, bien sûr, vous étiez au courant, mais qu'en pensez-vous? D'abord, bonjour à tous. Merci de vos propos, cher Président. Qu'en est-il? Je crois qu'il est important de rappeler que sur les dispositifs dont vous avez parlé, Monsieur le Président, que ce soit le Pinel ou le PTZ, les dispositions légales prévoyaient que ça s'arrêtait le 31 décembre 2017, point. Un certain nombre d'évolutions ont permis d'arriver au résultat suivant que vous a annoncé le Président de la République, qui a pris vraiment compte non seulement de la réalité de la situation, mais aussi de cette nécessité de poursuivre l'activité de construction en France. Donc, sur le PTZ, les annonces qui ont été faites ce matin par le Président de la République, c'est de poursuivre pendant 2 ans le PTZ 9 sur B2 et C, ce qui était attendu. Je ne reçois pas des applaudissements à tous les congrès. On va en reparler tout à l'heure de ce sujet. Mais c'est la vie publique et c'est bien normal, c'est l'expression démocratique aussi. Et donc, bien sûr, aussi sur le PTZ ancien, sur tous ces territoires, je crois que c'est quelque chose, Président, que vous souhaitiez tous. Bien sûr, il y a une lisibilité. Sur le Pinel, on est sur 4 ans, sur le PTZ ancien aussi, et là, ce sera sur 2 ans. Et je pense que ça permet, ce qui est important pour gérer vos entreprises, pour prévoir votre activité, c'est d'avoir une lisibilité. On reproche souvent à juste titre à l'État, et je l'ai vécu comme élu local et comme parlementaire, d'avoir trop de court terme et de changements constants. Là, je pense que ça permet de stabiliser les choses dans le bon sens. Donc, eh bien, si vous en êtes satisfait, j'en suis heureux.
Merci beaucoup. Un sujet a été aussi abordé ce matin dans un domaine qui est essentiel pour nous, qui est le domaine du logement social. Vous faisiez allusion à des congrès un peu mouvementés. Le domaine du logement social, les discussions autour de l'avenir du logement social est actuellement un sujet assez sulfureux, on va dire, avec des échanges d'ailleurs qui me font dire ici que lorsqu'on maintient un dialogue, lorsqu'on discute, lorsqu'on négocie, plutôt que mal recevoir, voire empêcher de parler, puisque ça a été un peu le cas, non pas pour vous, mais pour votre secrétaire d'État, et bien quelquefois on arrive aussi à des résultats qui ne sont jamais totalement satisfaisants, bien évidemment, mais qui permettent quand même, me semble-t-il, de donner satisfaction à beaucoup d'entre nous. Sur le monde HLM, ce matin, le président de la République a fait un appel assez solennel pour qu'une solution soit trouvée assez rapidement, que tout le monde atterrisse, qu'il y ait une sorte de paix des braves qui s'installe. Nous, on y a tout intérêt, Monsieur le Ministre, parce que le monde HLM représente 12% de notre activité. Le monde HLM est présent sur l'ensemble du territoire, et notamment, évidemment, sur les territoires les plus fragiles en termes de reprise, les territoires ruraux pour nous, et où là, il représente beaucoup plus que ça. Nous avons, pour Action Logement, et je salue la présence du vice-président Dolcy qui est ici, toujours essayé de participer à une construction d'un modèle un petit peu différent, avec quelques évolutions qui me semblent utiles. Il faut effectivement qu'au niveau de l'USH, tout cela nous permette d'avoir une cohérence pour le monde HLM. Quel est votre avis là-dessus? Qu'en pensez-vous? Comment on va arriver à cette paix des braves? Écoutez, j'ai toujours maintenu le dialogue et vous avez pu apprécier dans l'expérience de ces derniers mois, et d'ailleurs nous avions commencé à travailler bien longtemps avant, quand je présidais mon groupe parlementaire au Sénat sur les dossiers logement et construction, le dialogue il est indispensable. Ce qui ne veut pas dire que chacun renonce à ses positions. Et j'ai toujours, personnellement, avec le secrétaire d'État, maintenu le dialogue avec les bailleurs sociaux et avec l'USH. C'est non seulement mon devoir, ma responsabilité, mais comme vous l'avez dit, il faut toujours atterrir. Bon, nous avons besoin de bailleurs sociaux qui ont d'ailleurs globalement fait beaucoup de travail dans le logement social dans ce pays. Il est légitime que l'État ait un certain nombre d'objectifs par rapport, bien sûr, au budget de l'État, à la politique budgétaire que nous menons, mais aussi par rapport à la nécessité, dans un certain nombre de domaines, de se restructurer, d'évoluer. Je dis souvent que, et vous le savez aussi bien, si ce n'est mieux que personne ici, notre société évolue à une vitesse considérable, comme elle n'a jamais évolué aussi vite, du fait des mutations technologiques, sociologiques, et une restructuration de ce secteur nous paraît, et le président de la République l'a encore exprimé ce matin, quelque chose d'indispensable. Bien sûr, je souhaite que ça se fasse dans la communication, dans le dialogue. Il y a des crispations, bon, je l'ai constaté, mais sachez que j'ai toujours maintenu ce contact direct et que hier encore j'étais en discussion et que j'espère et je ferai en tout cas tout mon possible pour que les choses avancent, mais aussi dans le sens que je viens d'indiquer. Action Logement, vous êtes restructuré. Bon. Il y a un certain nombre de secteurs où on ne peut pas fonctionner forcément de la même manière aujourd'hui que l'on fonctionnait il y a un certain nombre d'années. Il ne s'agit pas pour nous de donner des leçons à qui que ce soit. Il s'agit de considérer aussi que l'État, par ses financements, contribue à l'action de ce secteur, ce qui est normal, ce qui d'ailleurs sera maintenu, mais il faut aussi avoir un partenariat pour aller vers une restructuration. Mais le président de la République a parlé de dialogue apaisé. En tout cas, c'est toujours ce que j'ai fait et que je continuerai à faire. Vous avez annoncé un plan logement il y a quelques semaines maintenant, et je pense d'ailleurs que le détail de ce plan va pouvoir apparaître. On aimerait beaucoup avoir votre sentiment et les quelques commentaires sur l'évolution de celui-ci et sur les éléments qui le composent. Si on pouvait le voir en bas pour que le ministre puisse l'apercevoir, ça sera plus simple. Construire plus, mieux, moins cher.
Construire plus et mieux, on sait faire. Moins cher, il faut nous réduire un peu quelques normes. Ça nous est dit. Voilà, beaucoup. en tout cas, comme vous venez de le dire, construire, vous savez faire, c'est votre métier. Quel est l'objectif? L'objectif, ce n'est pas de faire une loi Mézard, c'est d'essayer d'être pratique. Nous avons d'ailleurs beaucoup dialogué, beaucoup demandé aux uns et aux autres, aux différentes structures professionnelles, quels étaient les obstacles qu'ils considéraient comme les obstacles principaux au développement de la construction. Sachant que là aussi, les choses vont très vite pour vous, que les processus de construction, que les matériaux, que le numérique, que l'intelligence artificielle, que la domotique, tout ça engendre là aussi de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes, et qu'il faut essayer. C'est notre objectif, de lever un certain nombre d'obstacles. Je vais essayer de synthétiser, mais premier obstacle, libérer du foncier. Commençons par donner l'exemple au niveau de l'État, parce qu'il y aura un projet de loi qui sera déposé à la fin de l'année, qui, je pense, viendra au Parlement en février, mais au-delà du projet de loi, il y a une stratégie. On doit d'abord se l'appliquer à nous-mêmes, l'État. Ce qui veut dire libérer le foncier, c'est libérer le foncier public. Je demanderai que tout le foncier public et parapublic, on le connaisse, il soit affiché. Je ne veux plus que, par exemple, le président des maires de l'Île-de-France vienne me voir en me disant « Eh bien, moi, je viens de signer l'achat d'un hôpital public qui a été libéré par l'État en 2004. Je viens de signer cette semaine, c'est-à-dire 13 ans, pour arriver à un accord. » Ce n'est pas raisonnable. Je parle de l'État, il y a la SNCF, il y en a d'autres. Là-dessus, les messages sont passés et seront passés. Point de vue du foncier privé, nous avons constaté quoi? Que souvent, il était plus intéressant de conserver le plus longtemps possible le foncier plutôt que de le céder. Parce que pour les plus-values, ça permettait de les effacer. Sur les zones tendues, nous renversons les choses. C'est-à-dire que d'ici 2020, toute cession en zone tendue, abattement sur les plus-values ira de 100% à 70%. C'est un exemple parmi d'autres. Deuxième élément, la question des normes qui revient régulièrement. Vous me direz que ce n'est pas nouveau, et vous allez me dire, les autres ont essayé, ils n'y ont pas réussi, ils en ont rajouté. Bon, objectif, d'abord, pas de pause normative au niveau de l'État. Bon, bien sûr, il y a ce qui a déjà été voté et qui peut se développer, mais pause, c'est-à-dire que sur les 5 dernières années, il y a eu 60 décrets supplémentaires. Il faut lutter contre ça. Il faut aussi modifier le livre 1 du Code de la construction. Ce sera dans le projet de loi pour aller de l'obligation de moyens à l'obligation de résultats en matière normative. Puis, il y a des évolutions qui sont faisables. Nous avons, avec le secrétaire d'État, discuté sur les normes d'accessibilité. Nous sommes arrivés, je peux le dire, à un accord avec l'APF. Ce n'était pas évident. Pour aller à 100% de normes évolutives et simplement 10% d'accessibilité. Ça a une importance pour la construction. Et donc, en discutant et par le dialogue, on peut évoluer de manière positive. Donc ça, c'est un axe fort. Troisième, mais vous le savez parce que vous le subissez, la question des recours. Je sais que c'est difficile, j'ai vécu ça dans les discussions sénatoriales. Il faut vraiment taper. C'est-à-dire que d'abord, cristallisation des moyens. Aujourd'hui, la cristallisation des moyens, elle n'est que facultative au niveau des procédures. Il faut la rendre obligatoire. Et puis, nous sommes en train d'étudier, il y a une mission confiée à une conseillère d'État, comment rendre les recours abusifs beaucoup plus sanctionnés, parce que c'est inadmissible dans ce pays d'en arriver là. Le maire de Toulouse me disait il y a quelques jours, à Toulouse, 60% de mes permis de construire, me dit-il, sont frappés d'un recours. Donc, je viens de prendre 3 exemples, c'est dans ce sens, c'est de faciliter. Et de demander, je sais que beaucoup d'entre vous y sont sensibles, de demander aux services déconcentrés de l'État d'être facilitateurs et de ne pas compliquer les choses. Et ça, le message, je vous garantis qu'il passe et qu'il va continuer à passer. Je sais. Il y a du travail, les amis, mais c'est bien. Merci beaucoup. Dans le choc d'offres que vous voulez créer, on voit que toutes ces démarches, qui sont vertueuses, auront un effet à moyen terme, à moyen et long terme.
Donc parallèlement, il est quand même important pour nous, en attendant que c'est un impact bénéfique sur notre activité et aussi sur les coûts, il est important aussi de maintenir un certain nombre de mesures qui permettent à nos concitoyens de faire des travaux, d'être solvabilisés. Ce matin, nous avons longuement parlé avec le président de la République avant son intervention, mais aussi pendant, du CITE. Le CITE, où des annonces brutales ont été faites sur deux parties de notre activité, mais pas des moindres. Les fenêtres, notamment, qui seraient exclues dans le projet de loi actuel du CITE, mais également les chaudières fuel basse tension, donc, qui ont aussi une démarche vertueuse en termes de transition énergétique, notamment dans les territoires plus ruraux où il n'y a pas de gaz de ville. Le président de la République nous a parlé de maintien, d'évaluation, de discussion avec votre ministère. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour donc ouvrir cette discussion ? Le même, celui du dialogue. J'ai entendu vos messages, je les fait analyser. Bon, vous le savez, aussi nous discutons avec le ministère de la Transition écologique. Bon, et d'ailleurs, ce n'est pas toujours de manière conflictuelle, contrairement à ce que l'on peut penser. Donc, je pense que le président de la République a fait une ouverture ce matin. On va retravailler là-dessus. Je n'ai pas l'habitude de faire des promesses que je ne suis pas capable de tenir. Nous discutons, nous travaillons là-dessus et on reviendra vers vous. Mais sachez en tout cas que j'ai entendu le message parce que je connais les conséquences et en particulier sur les artisans dans nos territoires. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cet échange. Et encore une fois, vous serez toujours le bienvenu avec les entrepreneurs et les artisans de la Fédération française du bâtiment. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.